Et donc, j'ai déjà répondu à la question de la balkanisation. Moi, je n'ai jamais cru, pas parce que je suis naïf, mais parce que je crois à la République démocratique du Congo. La balkanisation ne peut réussir si nous, les Congolais, nous la voulons plutôt. Il faut savoir les conditions et les éléments qui peuvent soutenir cette thèse. D'abord, la volonté de se séparer de la simple. Cette volonté-là n'a jamais existé dans les chefs des enfants du Nord Kivu. Et pourquoi ça partirait du Nord Kivu? Parce que, je ne sais pas, peut-être les gens peuvent faire l'analyse à cause des problèmes que nous avons, que ce soit la guerre de l'AFDEL, elle était partie d'ici, que ce soit la guerre de CNDP et tout ça, les gens font un peu l'association des idées. Mais au fil de toutes ces guerres-là, pour ceux qui ont lu un peu l'histoire, le comportement des Congolais était de se battre pour un Congo uni. Et cette valeur reste, elle est indéniable. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, qu'on soit à mesure vraiment de la supprimer dans les esprits des Congolais. Nous devons plutôt travailler, nous tous, être sérieux. Travailler pour l'intérêt du Congo, et ces idées-là ne passeront pas, si ces idées existent. Mais nous travaillons pour la sécurité de la province. Dans toutes les interventions que j'avais faites sur la question de Beni, depuis que je suis gouverneur, j'avais dit que la République démocratique du Congo est attaquée à partir du territoire de Beni. C'est vrai. Parce que les ADF Nalou ne sont pas des Congolais. Les ADF Nalou recrutent dans beaucoup de pays. Et donc, nous devrions plutôt encourager toutes les initiatives pour rétablir notre contrôle de sécurité sur l'ensemble du territoire. Nous ne devrons pas laisser les groupes armés gérer une partie de la République. C'est ce qui convainc un peu certaines personnes. Nous devons refuser, nous, Congolais, la collaboration avec la mafia étrangère. Et nous connaissons aujourd'hui qu'il y a des gens qui, au-delà des questions de stratégie sécuritaire, mais il y a aussi des questions de stratégie économique. Parce qu'il y a des groupes armés qui nous mentent, qui disent à nos communautés que leur objectif, c'est la sécurité collective, mais en vérité, ils sont en train de s'illustrer dans l'exploitation des ressources naturelles et créer l'absence de l'autorité pour qu'il n'y ait pas de contrôle. Et cette stratégie, évidemment, ça peut continuer à nous appauvrir le plus longtemps possible. C'est la raison pour laquelle nous, gouverneurs de province du Nord Kivu, nous soutenons toutes les initiatives pour rétablir la sécurité sur l'ensemble de la République. Et nous croyons que les enfants du Nord Kivu souhaiteraient rester dans l'ensemble du pays, la RDC. Je ne vois pas quiconque du Nord Kivu qui ne veut pas aller à Kinshasa, qui ne veut pas aller à Lubumbashi, pour aller à Kindu ou bien à Kisangani. Nous voudrons bien rester dans cette assemblée. Et je crois que c'est l'objectif même de notre président, c'est l'objectif même du gouvernement. Et quand vous discutez avec l'armée, personne n'est prêt pour ces idées-là. Nous devrons plutôt nous rassurer que la volonté de rester unis, elle est très déterminante et personne ne va pas l'ébranler. Et je crois que, et pour ça, je devrais vous rassurer que nous travaillons plutôt pour l'unité du pays et pour l'unité de la province Nord Kivu. Vous avez évoqué des questions de troupes rwandaises. Je n'ai pas de formation comme gouverneur parce qu'en fait, nous aimons trop la spéculation au Nord Kivu. Mais je suis aussi de ceux qui pensent qu'il faut éviter la stigmatisation. Dans l'armée congolaise, on peut trouver toutes les communautés de la République démocratique du Congo. Il ne faut pas que quand vous arrivez à Beni, parce que les ADF Nalou ont recruté non seulement dans le district de KCC, ils ont aussi fait captifs certains Congolais de tous bords et ils ont obligé certains Congolais à devenir combattants
Et si vous trouvez 2, 3, 4 Nandais dans les EDF Nalou, et tu aurais la conclusion que les EDF Nalou sont des Banandais. Et on doit éviter des questions de généralisation au Nord Kivu parce que ça déconcentre les efforts fournis par l'armée. Je sais qu'à Nyabiondo, il y a des groupes armés. Il y a un PCLS, il y a même un d'ici de Guido qui se battent, qui endeuillent. Et nous sommes en train de sensibiliser tous ces groupes-là pour qu'ils se désengagent, pour qu'ils se rendent auprès des FARDC et faire la paix ensemble. C'est le travail que nous faisons du côté de Nyabiondo, mais je n'ai aucune information sur la spéculation des troupes rwandaises. Quand les troupes rwandaises étaient arrivées ici, je crois à l'époque, tout le monde avait si. A fortiori, nous qui gérons la province au quotidien, nous devrions déjà le savoir. Mais je vous confirme que je n'ai aucune information sur ça. Mais dans cette région de la République, je sais qu'il y a trop de spéculations. Il suffit qu'on trouve quelqu'un dans l'armée congolaise qui parle une langue apparentée aux pays voisins, on fait des conclusions. C'est la même chose partout quand vous êtes sur les frontières du Bas-Congo avec l'Angola, on peut facilement confondre les gens du côté Kaemba. Et d'ailleurs, c'est une histoire, Kaemba a été connue à cause des spéculations aussi comme ça. Je peux vous rassurer que les éléments des FARDC sont déterminés à décourager les comportements des groupes armés dans cette zone de Nyabiondo. Et il y a déjà des redditions d'ailleurs du côté NDC et même du côté APCLS pour que nous puissions faire la paix ensemble. Monsieur Charlie a voulu savoir comment nous sommes en train de nous impliquer dans l'encadrement des combattants. Évidemment, nous avions voulu mutualiser les efforts. La province du Nord Kivu et la province du Sud Kivu avaient institué une commission interprovinciale. Moi et mon collègue du Sud Kivu, nous avions eu des réunions et avec l'armée et avec les ministres de l'Intérieur, le ministre de la Défense, aussi avec le président de la République. Mais il s'est fait que ce moment-là, c'était l'avènement du gouvernement central. On avait changé tous les ministres avec qui on avait discuté. Il nous a fallu trouver encore un autre cadre pour mettre en jour les nouveaux ministres qui sont arrivés, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense. Et nous sommes derrière le plaidoyer pour cette commission. Et d'ailleurs, nous avons élargi les champs pour convaincre les partenaires de la République démocratique du Congo en nous accompagnant dans cette politique de la réinsertion communautaire. Nous avions voulu, parce que la loi aujourd'hui, il faut vous le dire, il n'y aura plus d'intégration in globo dans l'armée. Donc, il n'y aura pas un groupe armé qui sera démobilisé. Ces groupes, s'il a 80, 50, 200, 1000 personnes, on ne peut plus intégrer d'une façon in globo ces éléments dans les FARDC. Il y a tout un processus de formation, mais aussi il y a ceux qui ne seront pas en condition. Parce que pour être recruté dans l'armée congolaise aujourd'hui, comme militaire de rang, il faut avoir entre 18 et 25 ans. Parmi ces combattants, il y en a ceux qui ont plus que 25 ans. Et donc, ils seront hors critères pour être recrutés et dans l'armée et dans la police. Mais nous savons qu'au-delà de ça, il y a leurs chefs qui devront être considérés dans un autre cadre, peut-être de formation, comme officiers militaires. Et donc, je voudrais vous rassurer que le Nord Kivu, à ce qui concerne les combattants, on a commencé avec les moyens de notre politique. Il y a des redditions qui se sont déjà faites à Mubambi-Royana. On essaie de faire ces copés, mais je ne vais pas vous dire nous faisons quoi. Nous sommes derrière ces combattants, on est en train de sensibiliser. À Lubero, on a un groupe qui s'est déjà rendu et il y a aussi des perspectives de groupes qui vont se rendre. À Beni, on avait commencé de ce côté-là. Nous les encourageons, c'est ça notre politique, parce que notre politique, c'est la sécurité de la province. Pour autant qu'on aura des groupes armés incontrôlés dans la province, on n'aura pas atteint nos objectifs. Et donc, rassurez-vous que nous sommes très engagés aux côtés
des efforts fournis par le FRDC, le président de la République, à voir le Nord Kivu être sécurisé. Qu'est-ce que nous faisons dans le secteur des mines? Je suis de ceux qui pensent que nous ne pouvons pas développer la République démocratique du Congo seulement par l'exploitation artisanale. Je ne dis pas que cette exploitation n'est pas importante, mais je suis de ceux qui pensent qu'il faut encourager les grands investissements dans ce secteur-là. À l'instar d'autres provinces de la République, aujourd'hui, la province de Lualaba est avillée à cause des investissements industriels. Et nous devons travailler pour respecter la loi minière. Je sais qu'au niveau politique, à cause de captiver les esprits faibles, on touche, on sensible. Mais nous sommes un pays qui a des lois. Il y a une loi minière. Quand quelqu'un a eu la concession attribuée par l'État, dit à respecter la procédure, je ne vois pas pourquoi on doit commencer aujourd'hui à réclamer qu'il faut encore réinstaller les artisanaux dans le périmètre qui est déjà octroyé à un minier. C'est violer la loi minière. Nous sommes aussi regardants par rapport aux droits des artisanaux. Et nous devons, effectivement, c'est ce qu'on est en train de faire, nous sommes en train de les sensibiliser pour qu'ils se constituent en coopérative. Et comme ça, leur production pourra être encadrée par les services de l'État. Et il ne faut pas que leur production alimente la fraude aussi. Vous savez, la question principale aujourd'hui, c'est aussi la fraude minière. Aujourd'hui, pour Walikale, je prends l'exemple, nous n'avons qu'Alpha Mine aujourd'hui comme grande entreprise d'exploitation minière. Et SMB n'a pas encore investi dans l'industriel, mais au moins, nous nous rassurons de la destination de la production d'Alpha Mine. Ça passe normalement par toutes les voies légales et ça paye les taxes. C'est de cette façon-là que les minéraux pourront ajouter une valeur ajoutée, pourront contribuer à l'essor économique de la province du Nord Kivu. Et de l'immigration, c'est une compétence exclusive ou partagée avec le pouvoir central. Et il y a malheureusement des règles auxquelles la République démocratique du Congo avait souscrit sur la gestion des immigrés ou bien la gestion des déplacés. Ce qui est vrai, il y a, comme dans tous les pays de l'Afrique centrale, il y a des troubles sociaux dans beaucoup de pays. Il est vrai aussi qu'il y en a au Burundi, et ces gens cherchent où ils peuvent vivre tranquillement pour le temps qu'ils estiment qu'ils sont en insécurité dans leur pays. Malheureusement, aujourd'hui, ils ne respectent pas les règles migratoires. Ils font un peu les camouflages. Ils achètent le CPGL. Nous sommes dans la communauté de la CPGL. Quand ils passent à la barrière, ils ont le droit de passer. Personne ne leur demande où ils vont. Parce qu'ils ont les documents migratoires. Mais ils ne viennent pas comme des gens qui sont en train de fuir. Arriver peut-être à Bukavu ou dans un des villages du Sud Kivu, ils se constituent en groupe pour venir à Goma. Parce qu'ils estiment que la vie à Goma elle est plus attrayante peut-être qu'ailleurs. C'est la raison pour laquelle le comité provincial de sécurité était alerté. Et je peux vous dire qu'on est en train de rapatrier certains qui ne sont plus dans les conditions. Mais pendant qu'ils ont les documents migratoires, documents de la CPGL, dans les 3 mois, sur le plan de la procédure de la circulation de personnes entre les pays, nous respectons ces règles. Mais quand ils seront dans l'irrégularité, on est en train de les rapatrier. Et pour des raisons de sécurité, on ne peut pas rapatrier 1000 personnes parce qu'ils vont vous fuir. Il faut trouver des gros moyens pour ça. Et nous avons déjà fait des rapports aussi à Kinshasa parce que c'est un problème qui engage les 2 pays. Et pour éviter que ça ne soit pas lié autrement, nous sommes en train de travailler sur ce dossier-là avec beaucoup d'austérité.
Parce qu'en fait, si nous renvoyons 1000 Burundais sans respecter la procédure, les Burundis peuvent nous rétorquer la loi de la réciprocité. Et les Congolais, il y en a d'ailleurs plus de 10 000 à Bujumbura seulement, des Congolais. On peut aussi les foutre dehors. Mais cela n'exclut pas notre œil, notre contrôle sur eux. Parce qu'en fait, il ne faut pas en penser aussi que ce ne sont qu'eux qui vont contribuer à la sécurité. Nous regardons tout le monde, qu'il soit congolais, qu'il soit burundais, qu'il soit rwandais, qu'il soit ougandais, s'il est installé sur notre territoire et qu'il se compromette, qu'il fasse des infractions ou bien sur sa rôle dans les bandes criminelles, nous allons l'arrêter. On a d'ailleurs arrêté un certain. Quand j'avais parlé des réseaux criminels, les gens avaient crié. Mais je crois que la population du Nord Kivu est en train de se rendre compte qu'au-delà des Congolais qui sont dans les bandes criminelles, il y a aussi des réseaux de criminels étrangers. Hier, on a arrêté d'ailleurs un EDF Nalou, ici, à Goma, avec des bombes artisanales. Parce que depuis qu'on a commencé la traque à Beni, ils se sont déjà dispersés. Et donc, c'est encore une fois l'occasion pour moi de demander aux Congolais d'être vigilants. La sécurité, nous ne pourrons la réussir qu'avec la collaboration de la population. Rassurez-vous, la DGM est derrière ces gens, mais nous devons évidemment faire respecter notre pays. Si vous consultez le Code du travail, il y a des travaux destinés aux Congolais, des emplois que les étrangers ne doivent pas faire. Mais chez nous, si tout le monde doit faire ce qu'il veut faire, ça serait là la plus grande problématique. Aussi, vous, la population du Nord Kivu, parce qu'en fait, ces gens ne dorment pas à l'air. Avant de donner votre maison à location, vous devez d'abord vous rassurer de l'identité de la personne que vous voulez avoir comme locataire, parce que les soirs, ils peuvent vous couper la tête. Il faut être regardant. C'est une occasion pour moi de continuer à sensibiliser la population, de nous aider à faire la sécurité dans le Nord Kivu, spécialement dans la ville de Goma. Et donc, c'est une question préoccupante parce que ce sont des gens, visiblement, ils sont vulnérables. On m'a même dit que parmi eux, il y a un leader d'une église qui a eu des démêlés avec l'État burundais. Et pour ça, malheureusement, les Congolais ils vont commencer à aller prier là-bas. On ne peut pas commencer une église sans autorisation. La loi demande qu'avant de commencer une église, vous devez avoir les arrêtés d'agrément. Quelqu'un qui n'a pas d'arrêté d'agrément, mais on va voir les Congolais donner du poids, les soutenir, amener l'aumône. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner. Il ne faut pas qu'on soit naïf. Hein, parce que ça s'apparente à l'escroquerie. Quelqu'un qui exerce les activités d'une église dans votre pays n'est pas reconnu dans votre pays, vous les soutenez. C'est contradictoire. Donc nous devons veiller, nous tous, à faire respecter nos lois. Il s'apparente une faiblesse dans la question de la sécurité au Nord Kivu. Évidemment, il faut vous dire qu'il n'y a pas un pays, même une seule ville au monde, où il y a la criminalité zéro. Je ne crois pas connaître cette ville-là. Mais aussi, il faut vous dire que les facteurs criminogènes sont liés aussi au développement. Il y a 30 ans, on ne pouvait pas voler ou kidnapper quelqu'un, demander l'argent par le téléphone. Parce que c'était pratiquement impossible. Les gens adaptent leur mode opératoire en fonction aussi du développement du monde. Les gens s'adaptent. Mais nous devrons aussi, nous, comme appareil sécuritaire, s'adapter aux modes opératoires de ces criminels. C'est la raison pour laquelle je peux vous confirmer qu'au niveau de l'appareil sécuritaire de la République, on est en train de chercher à travailler sur cette question-là. Comment
paramétrer tous ces appels-là, comment identifier les gens. Mais on doit avouer qu'on n'est pas encore au stade où nous pouvons avoir tous les éléments avec précision.